Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous en avez l'habitude, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, mon complice François Caudet. Bonjour Christophe. Bonjour François, président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, nous abordons... Alors on va aborder l'agriculture et la viticulture avec les chiffres de l'année dernière. Et puis en fin d'émission, deuxième partie, on répondra à la question de l'internaute sur les agences de notation qui sont dans les feux de l'actualité. Dans un instant, les 140 ans de la fédération du BTP en Isère. Une bonne occasion pour faire le point sur une filière économique qui est essentielle, avec près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 30 000 salariés dans notre département. Des collaborateurs qui sont également mis à l'honneur en ce moment dans une exposition à voir à la MC2. Dans cette émission, nous lançons aussi une nouvelle rubrique, Succès d'artisans. Gardienne d'un savoir-faire, créatrice d'emplois locaux et garante d'une économie de proximité, les entreprises artisanales maillent notre territoire et nous découvrirons ensemble TMS, Aclé, une PME spécialisée dans la signalétique et qui innove. Enfin, focus sur Hémisphère Voyage à La Tronche. En un peu moins de 30 ans, cette agence de voyage est devenue une référence en matière de déplacement autour des grands événements sportifs. Elle propose des solutions sur mesure pour vous permettre d'aller vivre le tournoi Destination, la Ligue des champions de football ou encore un Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Placé au cœur de l'actualité avec notamment le débat sur la loi Duplon, l'agriculture est un secteur crucial pour notre économie, un secteur qui fait face à de nombreux défis. C'est le sujet d'une étude récemment menée par l'Observatoire de la BPCE sur lequel on va se pencher avec vous, François. L'agriculture a un poids économique important. Un poids économique, j'ai presque commencé par un poids aussi écologique. L'agriculture, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'entretien du territoire, il ne faut pas l'oublier, au-delà de sa fonction d'alimentation de la population et de sa force économique. Économiquement, en 2024, c'est 89 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un secteur extrêmement important. Par contre, c'est un secteur qui souffre de plusieurs facteurs. Le premier, c'est les conditions climatiques, le réchauffement climatique. Alors, qui se traduit à la fois par de la chaleur, trop d'eau, pas au bon moment, des orages de grêle, etc. Donc baisse de production en moyenne en 2024, on verra bien sur 2025, de 7,5%, donc ce qui est absolument considérable. Et ça se traduit dans les exploitations agricoles et viticoles. Il y a 37% qui ont vu une baisse significative de leur chiffre d'affaires, 44% de leur rentabilité, donc ce qui est encore pire, parce que ça limite le chiffre d'affaires. S'il y a de la rentabilité, c'est pas très grave. Et puis un pessimisme très fort parmi les agriculteurs, viticulteurs. On entend souvent parler d'ailleurs de suicides dans les cas extrêmes d'agriculteurs. Dans les perspectives, dans les années à venir, 53%, plus de la moitié s'attendent à une continuation de la baisse de leur chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas quand même très encourageant, et 62% à une détérioration de leur rentabilité, sachant que c'est déjà des métiers qui ont une rentabilité relativement faible. Alors, quelles sont les grandes préoccupations des exploitants ? Alors d'abord, il faut avoir en tête un chiffre. L'exploitant moyen, il a 53 ans, donc il commence à avoir certaine maturité. Et il y en a la moitié des exploitants qui partent à la retraite dans les 10 ans. Donc, premier sujet, un sujet de transmission. Et puis, la transmission qui était très historiquement familiale, c'est de moins en moins le cas. Donc, il faut trouver des repreneurs. Et n'oublions pas aussi un autre facteur, c'est que les retraites des agriculteurs sont assez faibles et que souvent, leur retraite, c'était le fruit de la vente de leur exploitation qui leur faisait un capital. Et donc, s'il n'y a pas de reprise ou dans des mauvaises conditions, c'est aussi leur avenir. Il y a 6 exploitants sur 10 dans les exploitants qui ont plus de 55 ans qui n'ont pas de solution du tout à date pour leur succession. Le deuxième sujet, c'est un besoin de financement et de trésorerie. Le nombre d'exploitations agricoles, il diminue. Il est passé en 10 ans de 490 000 à 390 000. Il y a une concentration. Et c'est
un mouvement qui a commencé de nombreuses années. Donc ça veut dire qu'il y a des agriculteurs qui rachètent les terres de leurs voisins, qui ont des exploitations de plus en plus grosses. Donc il y a des besoins d'investissement parce qu'il faut les moderniser. Il faut d'abord acheter et puis après il faut moderniser. Donc il y a des besoins de financement qui sont extrêmement importants et qui sont un sujet de préoccupation pour les agriculteurs. Mais à la limite, comme n'importe quelle entreprise, j'allais dire, qui fait une croissance externe, faut la financer. Et puis c'est un métier qui change, qui a ses besoins d'investissement comme les autres. Donc on a quand même des agriculteurs qui se rendent compte qu'il y a quand même une petite course à la taille, entre guillemets, pour les sujets d'efficacité. Donc il y en a un peu plus de 40% qui se disent, pour rester rentable, il faut qu'on s'étende, faut qu'on augmente la taille de nos exploitations. Donc ça, c'est des projets qui les portent plutôt. Donc extension, modernisation. Bon, on parle souvent aussi des difficultés vis-à-vis de la politique agricole commune. Alors oui, mais c'est quand même heureusement que la PAC est là. Heureusement que la PAC est là. La France fait partie des bénéficiaires de la PAC, mais la France est aussi une des plus grosses puissances agricoles au monde. Donc la PAC, il y a 3 grandes aides principales. Il y a l'aide aux revenus directs, c'est-à-dire des exploitations, des domaines qui ont des rentabilités trop faibles. C'est une subvention directe à la rentabilité pour permettre à ces agriculteurs de vivre. Et ça, c'est dans une double vision européenne d'indépendance alimentaire, mais aussi, j'y reviens, d'entretien des territoires. Donc on commence à reconnaître aussi petit à petit ce rôle d'entretien des territoires auprès des agriculteurs. Il y a des mesures de marché qui sont spécifiques sur certains marchés. Il y a eu notamment une époque, beaucoup de choses sur le lait, on en avait beaucoup parlé, pour soutenir des filières plus spécifiquement et plus ciblées qui sont en difficulté. Et il y a l'axe filière et puis il y a aussi l'axe régional. Donc il y a aussi des subventions pour certaines activités dans des zones spécifiques. Typiquement, et ça touche notre région, l'agriculture de montagne, qui forcément a des rendements qui ne sont pas ceux de la Beauce. Mais par contre, j'y reviens, il y a ce sujet encore d'aménagement du territoire. Bon, autre défi de taille, c'est la dépendance aux conditions climatiques. Les agriculteurs sont obligés de s'adapter. Alors ils sont obligés de s'adapter. Donc 70% à peu près, les 3/4 constatent directement sur leur activité les conséquences climatiques. Donc ça veut dire qu'il y a une adaptation. Il y a une adaptation des cultures d'abord. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas et on ne cultivera pas la même chose en France maintenant qu'il y a 20 ans et probablement que dans 10 ans. On voit beaucoup de gens qui commencent à planter des amandes, par exemple, des choses comme ça qu'on ne voyait pas. Il y a eu, il y a quelques années, les kiwis qui étaient assez nouveaux en France. Voilà. C'est anecdotique, mais pas tant que ça. Il y a un grand château dans le Bordelais qui a décidé de ne plus être sur appellation d'origine contrôlée pour pouvoir mettre les cépages qu'il veut, parce qu'il pense que les cépages obligatoires ne résisteront plus au... Voilà. Donc tout ça, c'est des évolutions. Et puis il y a des impacts opérationnels aussi. C'est l'eau. Parce qu'on pense au réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, une des conséquences, évidemment, c'est l'eau. Et il y a plus de la moitié des agriculteurs qui disent que dans les 5 dernières années, ils ont eu un problème d'alimentation en eau. Donc ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur des cultures, alors des techniques et des cultures moins consommatrices d'eau. Oui, le secteur s'organise quand même pour faire face à ce défi. Le secteur s'organise. La grande majorité maintenant des exploitations agricoles disent qu'elles ont pris des mesures d'adaptation. Il y a eu, pendant quelques années, c'était on va faire le dos rond et on va tenir le plus longtemps possible. Maintenant, c'est plus possible, donc il faut s'organiser. Donc 57% ont une démarche dite agroécologique, c'est-à-dire, alors on parlait quelquefois d'agriculture raisonnée, avec consommer moins d'intrants, bien sûr, mais aussi moins d'eau, qui est extrêmement important. Et puis une vraie vigilance aussi à la conservation des sols, qui devient un autre sujet. Alors là, on est typiquement sur les débats, glyphosate, etc. Parce qu'il y a cette conscience des agriculteurs, ils ne polluent pas les sols de façon anodine et volontaire. Quand ils sont obligés de le faire, ils ont quand même cette conscience-là et de faire attention à ce que ça dure le moins longtemps possible. Il y a un mouvement aussi de certification environnementale. De plus en plus de productions bio ou avec d'autres normes sont très importantes. Et puis ça correspond aussi à des attentes de la consommation, bien sûr. Et il y a des diversifications, donc à la fois sur des polycultures pour éviter de dépendre que d'une seule culture. Ce que je disais tout à l'heure, des cultures plus adaptées à la chaleur ou à la sécheresse. Et puis une diversification qui se fait de plus en plus. Par exemple, dans les grandes exploitations, beaucoup maintenant installent des fermes solaires. Pour l'énergie, quelquefois sur des terres qui sont plus utilisables parce que ce qui était produit n'était pas rentable, ou sur les bâtiments aussi, parce qu'ils ont des surfaces de toit extrêmement importantes et ça leur fait un revenu récurrent qui permet de soutenir leurs exploitations. Quels sont les leviers d'action pour renforcer l'innovation? On parle beaucoup d'innovation ici, l'agriculture innove. L'agriculture innove, il y a bien sûr des centres de recherche. On a en France l'INRA notamment, qui est un des principaux centres de recherche, alors là plutôt sur le type de semences et qu'est-ce qu'on va cultiver.
Le sujet, c'est que ce que disent les agriculteurs, c'est que l'innovation, ça coûte cher. Et que l'agriculture, c'est souvent le temps long, donc c'est des investissements lourds et qui, quelquefois, mettront des années à générer leurs fruits, j'allais dire, ce qui tombe bien pour l'agriculture. Voilà, donc ça, c'est quand même leur principal sujet aujourd'hui financier. C'est, oui, pour innover, bien sûr. D'abord, il faut faire les bons choix d'innovation, parce qu'innover, il y a toujours une part de risque. Et puis, un retour sur investissement qui est potentiellement très long. Et le deuxième sujet, c'est un sujet de formation. Il faut générer des vocations d'abord, que des jeunes aient envie de se lancer en agriculture. Et vu le tableau que je viens de dépeindre, ça ne fait pas forcément rêver spontanément quand on n'est pas de ce milieu-là. Et ensuite, que ces jeunes agriculteurs soient aussi formés à des techniques de plus en plus modernes et adaptées à l'environnement actuel. Ça devient des vrais chefs d'entreprise. Oui, encore plus classique. Ça l'a toujours été, mais ça l'est encore plus avec des investissements de plus en plus lourds, des cycles très longs. Des risques à gérer de marché, de climat, etc. Donc c'est un beau métier, mais c'est un métier complexe. Bel hommage à cette filière agricole. Merci François, cette filière agricole face aux défis de la transmission, vous nous l'avez dit, de l'évolution climatique, de l'innovation. Un enjeu stratégique pour une production agricole qui pèse 89 milliards d'euros. Avec près de 30 000 salariés, un chiffre d'affaires cumulé qui dépasse les 3 milliards d'euros en Isère, la filière du bâtiment et des travaux publics est un pilier de notre économie. Ces professionnels sont rassemblés au sein d'une puissante fédération qui fête dans notre département ses 140 ans. Bon anniversaire, Bertrand Converso. Merci Christophe, merci pour l'invitation. Président de la fédération du BTP en Isère, merci d'être avec nous aux côtés de Christian Gardoni. Bonjour. Bonsoir. Directeur général de Safilaf, célèbre promoteur né précisément de la volonté des entreprises et de la fédération du BTP. En 1948, vous aurez l'occasion de nous raconter cette histoire. Avant ça, Bertrand, quelques chiffres pour présenter cette fédération du BTP en Isère. Alors, je disais 30 000 salariés, c'est énorme. 30 000 salariés, donc c'est la totalité des salariés du BTP en Isère. La fédération par elle-même regroupe 17 000 de ces 30 000 salariés au travers 700 entreprises. La fédération est composée de 700 adhérents. Donc on fait parmi des grosses fédérations au niveau national. Les 3 milliards d'euros d'activité, c'est bien vrai, Christophe. Malheureusement, ça fait la 4e année que je suis à la tête de la fédération. C'est toujours 3 milliards depuis 4 ans. J'aimerais pouvoir venir témoigner sur ce plateau de 3,5 milliards, 4 milliards d'euros d'activité. Ça serait formidable, mais vraiment, ce n'est pas le cas actuellement. On est plutôt, depuis les années 2022, dans une tendance baissière de l'activité. On va parler de la conjoncture, mais un zoom quand même photographique sur ces entreprises. Beaucoup d'entreprises du bâtiment et beaucoup de PME. Tout à fait. Alors, beaucoup d'entreprises patrimoniales, comme on les appelle chez nous, des entreprises des PME, de 2 salariés jusqu'à plusieurs centaines de salariés. Nous avons également aussi les grands groupes nationaux de la construction qui sont dans notre fédération, mais l'essentiel des troupes est composé d'entreprises patrimoniales du territoire et disséminées et réparties sur tout le territoire. C'est important parce que quand on parle de 30 000 salariés pour cette filière, on imagine bien que ça irrigue effectivement tous les territoires du département, du grand groupe à la PME. Oui, tout à fait. Et comme je le dis souvent également, on se plaint toujours de ne plus avoir une boulangerie ou un bureau de poste dans chaque village. Par contre, je peux vous assurer que dans chaque village de l'Isère, il y a au moins un artisan ou une entreprise du BTP. Alors, on va évoquer ces 140 ans de la fédération. Avant cela, un petit point de conjoncture. Vous le disiez, une conjoncture qui est plutôt, pour être atone. Oui, tout à fait, atone. Pas être trop négatif. Non, il ne faut pas être trop négatif parce que c'est aussi notre rôle, les fédérations et les syndicats, de promouvoir nos métiers et puis de faire en sorte que tout aille mieux, de faire du lobbying, ce que l'on appelle. Donc c'est pour ça qu'on prend souvent la parole pour expliquer nos métiers, tout ce qu'ils ont de bien et tout ce qu'ils font de bien aussi pour le territoire. Mais par rapport à la conjoncture, oui, les métiers du bâtiment sont il y a un éventail très large de métiers. Certaines entreprises vont très bien, d'autres un peu moins bien. Mais le gros de l'activité qui concerne le logement neuf, la construction de logements neufs, elle est à la peine maintenant depuis 3 ans. Oui, parce que les ouvertures de chantier stagnent tout simplement. Oui, alors on est toujours sur une tendance baissière des ouvertures de chantier. Là aussi, si vous voulez, les chiffres, on leur fait souvent dire ce que l'on veut aux chiffres. Ce qui est vrai, ce qu'on entend aussi certaines communications actuellement, comme quoi l'activité repartirait un petit peu. L'activité est frileuse, mais elle repart un petit peu. Mais en fait, non, c'est les ventes qui repartent, mais les ventes dans l'ancien, pas forcément les ventes de logements neufs.
Christian Gardoni, à Safila, vous constatez cette stagnation à minima? C'est à minima une stagnation. Après, c'est nettement plus grave que ça quand on met côte à côte à la fois la question conjoncturelle, telle que vient de le décrire Bertrand Converso, et puis une question de fond, une question plus structurelle sur le mode même et sur de notre production et sur ce secteur d'activité plus globalement dans une approche un peu plus systémique. Aujourd'hui, c'est un questionnement de fond. Et aujourd'hui, on ne voit malheureusement pas de signaux qui forceraient un peu plus notre optimisme. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est des pessimistes, parce que, un peu comme le monde du BTP, nous, dans l'immobilier, on est des optimistes volontaires, j'ose dire. Mais en tout état de cause, comme on parle d'une augmentation, d'une reprise des ventes, on annonce une augmentation des dépôts de permis de construire qui sont, à mon sens, juste des rattrapages ou des peurs des prochaines échéances électorales. Donc, attention de se garder de tous signaux qui nous rassurerait de manière un peu trop artificielle. En tout cas, il y a des vraies questions de fond, oui. Alors, on pourrait se rabattre sur la réhabilitation. Si la construction neuve est plutôt atone, on va se dire, profitons-en pour réhabiliter. C'est pas complètement ça non plus. C'est pas tout à fait. La réhabilitation n'est pas au rendez-vous, en fait. On nous avait présenté la réhabilitation de logements comme le secteur d'activité qui allait relancer le bâtiment. On nous demandait même de faire modifier nos organisations pour qu'une entreprise intervenant sur des travaux neufs la remasteriser en entreprise de rénovation. Tout d'abord, c'est pas du tout les mêmes métiers. Et puis, en fait, on voit au travers des chiffres de MaPrimeRénov', cet enchaînement, cette succession depuis 2024 de modifications des systèmes d'aide à la rénovation des logements fait qu'en fait la personne qui aurait le souhait de déclencher des travaux chez elle de rénovation thermique ou autre se pose tellement de questions et attend toujours le coup d'après avec une nouvelle réglementation, ce qui fait qu'en fait, même de ce côté-là, la rénovation, elle stagne à moins 1% par rapport à l'activité qu'on a connue il y a 3 ans en arrière. Donc sur cette activité-là aussi, on est dans l'attente. Est-ce que ça crée cette conjoncture des défaillances d'entreprises, des licenciements ? Alors, la première cause, ce que l'on voit tout de suite dans les entreprises, en fait, c'est une chute de l'emploi en Isère. Alors, la région Aura a détruit 6000 emplois dans le BTP depuis début 2024 jusqu'à juin 2025. L'Isère n'échappe pas à ce phénomène. Dans nos entreprises en Isère, on voit une baisse de l'emploi de 1,6%. Et surtout, on avait une variable d'ajustement chez nous qui était la main-d'œuvre intérimaire, qui, elle, est à moins 9,6%. Donc en fait, on est en train de séparer de main-d'œuvre intérimaire et on commence à s'attaquer à nos emplois en CDI. Et quand on parle de bâtiments et travaux publics, on parle de toute une filière. C'est-à-dire que cette filière qui est en attente de redémarrage, c'est bien sûr les fournisseurs, les architectes, les bureaux d'études, toute la filière qui va avec. Oui, ce qu'on appelle nous vulgairement l'amont de la filière. Nos promoteurs sont à la peine sur les ventes, donc forcément derrière, ils ne déclenchent pas de nouveaux chantiers. Donc toute la chaîne de maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études, économistes et autres, sont en peine de travail. Notamment ceux qui souffrent vraiment, ce sont les architectes. On a pléthore d'architectes qui sont en passe de déposer le bilan ou d'arrêter parce qu'ils n'ont plus d'activité devant eux. L'économie même générée par le BTP et puis aussi tout l'aval de la filière lorsqu'on livre un logement neuf. Un couple qui s'installe, il achète une cuisine, il fait de la décoration, il meuble son appartement. Moi, je vois plein de personnes qui m'appellent en me disant « Bertrand, on ne vend plus de cuisine, on ne vend plus de canapé, on ne vend plus d'aménagement de manière générale. » Vous voyez, c'est toute une filière qui s'écroule. Le fameux adage « quand le bâtiment va, tout va », on en voit encore le résultat maintenant. C'est important de bien évoquer ce château de cartes qui est évidemment très beau, mais aussi très fragile. Allez, on en vient de façon plus optimiste aux 140 ans de la fédération du BTP en Isère, dont les origines remontent du coup, il y a 140 ans, bravo Christophe, en 1885. À l'époque, c'était alors la chambre syndicale des entrepreneurs ferblantiers, zingueurs, plombiers, fondeurs en cuivre. Oui. Oui, Christophe, ce métier du BTP, il est formidable. Depuis 140 ans, les gens se sont organisés en Isère pour défendre leur métier, pour se regrouper, parce qu'ils avaient très bien vu tout de suite qu'ils ne pourraient arriver à rien tout seuls. Donc les ferblantiers, ces fameuses personnes qui réparaient sur les toits, les descentes de chenaux, les étanchéités de toiture, se sont regroupés avec les zingueurs, les plombiers, pour faire la première chambre syndicale en 1885. Et donc jusqu'à 2025 aujourd'hui, donc 140 ans plus tard, la fédération a évolué avec les nouveaux métiers qui sont arrivés aussi dans nos fédérations. Et même une chose que très peu de monde sait, la fédération française du bâtiment a 120 ans, la fédération iséroise a 140 ans.
On est une des plus vieilles fédérations. On est des précurseurs. Tout est parti des territoires, en fait. Comme bien souvent en France, pour un bon nombre d'organisations, c'est les gros territoires. L'Isère a toujours été un grand territoire de bâtisseurs. Ils se sont rassemblés au niveau régional et après ont créé la Fédération française du bâtiment. Bon, on voit bien effectivement aussi toute l'évolution des métiers. On va avoir l'occasion d'en reparler. J'ai sélectionné dans ces 140 ans une ou deux étapes. 1922, la Fédération crée une section bâtiment au sein de l'École d'art industriel de Grenoble, qui est devenue l'ISCO, l'Institut supérieur de la construction. Déjà avec cette attention à la formation. Oui, tout à fait. Nos anciens, en fait, ont très bien fait les choses. On est une organisation, un syndicat très structuré, et notamment pour la formation. Très rapidement, on a compris que l'évolution des métiers, elle est telle qu'il fallait qu'on s'occupe de la formation de nos salariés. Donc, l'ISCO, on pourrait parler aussi des CFA, de tout ce que l'on fait avec les IUT. Enfin, on est présent sur tous les champs de la formation, des compagnons jusqu'aux écoles d'ingénieurs, bien sûr. Et on accompagne, nous, la fédération, toutes ces formations. On a de très bons échanges avec le rectorat, avec tous les organismes de formation pour adapter en permanence nos formations à l'évolution de nos métiers. Alors bon, il y a plusieurs étapes en 140 ans, on l'imagine. Dans ces 140 ans est venu s'immiscer Safilaf, du coup créé en 1948 à l'initiative des chefs d'entreprise du BTP. Avec le même état d'esprit, puisqu'ils étaient sans doute très visionnaires, ces chefs d'entreprise qui en 1948 se sont dit à la fois on va participer à l'effort de reconstruction d'après-guerre, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis de se dire, tout en se disant on va permettre à nos salariés de se loger dans de très bonnes conditions. Donc cette histoire, elle a connu des hauts, des bas, mais en tout cas elle est toujours là. Elle est toujours là avec le même état d'esprit, je rappelle toujours avec un peu de fierté, un peu d'honneur, non pas parce que notre actionnaire de référence est à mes côtés, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui encore, Safilaf ne verse aucun dividende à ses actionnaires. C'est important de le dire, donc tout est réinvesti dans le développement de l'activité au service je dis toujours, de l'économie des territoires. Safilaf, c'est aujourd'hui de l'ordre de cette année, ça va être moins bon, je le confesse, mais de l'ordre de 50 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en fonction des exercices. C'est environ 300 à 400 logements produits. Donc, c'est pas neutre. Alors, on aimerait que ça soit beaucoup plus, mais en tout cas, ça fait de nous, Safilaf, un acteur à part dans le landerneau de l'immobilier, et avec un état d'esprit tout à fait particulier, très proche, toujours très, très proche des entreprises. Des élus locaux aussi qui sont porteurs des projets. On se plaît à dire que nous sommes finalement un animateur de l'économie locale au service des projets portés par les élus locaux. Voilà. Avec aussi une attention particulière au logement social grâce à la SDH dont vous êtes actionnaire. Oui, en rappelant que ce sont les mêmes chefs d'entreprise qui, quelques années plus tard, se sont rendus compte que tout le monde ne pouvait pas devenir accédant à la propriété et qu'ils avaient une demande de locataires. Et ce sont ces mêmes chefs d'entreprise qui ont créé, je crois 4 ans après le début de ce Safilaf, la SDH, dont nous sommes très proches, ce qui fait là encore, on a une vraie sensibilité à la mixité du logement, voilà, donc c'est merveilleux, et ça tient encore aujourd'hui. Bon, cette filière du BTP en Isère, 33 000 salariés, je le disais, un des collaborateurs dont vous avez voulu saluer l'engagement, le savoir-faire, à travers une exposition qui est à voir à la MC2, Corps à l'œuvre, on en verra quelques images pendant notre discussion, qui met en avant des métiers classiques, des métiers plus spécifiques. Le BTP, c'est des dizaines et des dizaines de métiers différents. Christophe, c'est des centaines de métiers. Et en fait, grâce à cette exposition, on a voulu zoomer sur certains métiers. Le métier d'une entreprise de bâtiment de gros œuvres, il y a peut-être 20 métiers dans le gros œuvre. Donc on a zoomé sur les métiers, mais surtout sur les personnes. Vous verrez, et j'invite les téléspectateurs à se rendre à cette exposition pour voir, on a zoomé sur les visages des personnes, sur les gens. C'est très important pour moi. La valeur de nos métiers, de nos entreprises, ce sont nos personnels, les gens qui exécutent ces ouvrages à longueur d'année sur les chantiers, l'été, l'hiver, en permanence. Donc on a voulu leur rendre hommage, et en fait rendre hommage aussi à leur sourire, parce qu'on a vu souvent aussi sur les photos des gens qui souriaient. Et en fait, cette grande famille du BTP, nous, rien ne se fait seul. C'est une adjonction de corps de métier qui travaillent ensemble au service d'un projet. Voilà la définition du BTP. Alors, des métiers, on l'a vu depuis le ferblantier du 19e siècle, on a vu que ça a évolué. Quels sont les nouveaux métiers qui sont apparus ces dernières années ? Alors, on parle beaucoup de start-up aussi maintenant dans les communes de manière générale. Dans le BTP, il y a aussi des start-up, il y a aussi des entreprises innovantes et en fait, qui suivent l'évolution des techniques.
En fait, c'est là aussi, je reviens à la formation, que c'est très important de garder un lien très fort avec la formation. Les nouveaux métiers, quels sont ? Ils sont ceux qui sont sur tout ce qui est domotique, tout ce qui est la gestion des énergies, le chauffage d'un bâtiment des années 1900 et des années 2000, 2020, ça n'a rien à voir. Il faut une expertise. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu sur un chantier, et c'est une fourmilière de personnes qui travaillent avec des métiers très spécifiques, une formation très pointue. Maintenant, on parle de GTC, de gestion de BIM pour la préparation des chantiers en amont. Donc, tous ces outils informatiques et bien sûr aussi maintenant l'IA qui arrive aussi. On n'échappe pas au phénomène IA. Alors, ça nous sert vraiment aussi sur les chantiers, aux entrepreneurs également dans la rédaction de nos pièces contractuelles aussi, mais ça sert aussi à l'exécution des chantiers. Bon, donc ça doit contribuer à féminiser un peu le métier, les métiers. Oui, Christophe. Un petit peu. Un petit peu. Pas assez à mon goût. En fait, pas assez à mon goût. Oui, des métiers qui sont encore peu féminisés, mais en fait, on a au sein de nos fédérations des groupes femmes et qui sont très actifs. J'aime à dire que c'est une des sections que je préfère et qui est la plus active et la plus assidue aussi aux réunions. En fait, trêve de plaisanterie, la féminisation, elle arrive de plus en plus dans nos métiers, notamment aussi par la pénibilité. Nos métiers sont beaucoup moins pénibles que ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière. Donc en fait, ça ouvre le champ des possibles à beaucoup d'opérateurs féminins sur nos chantiers. Christian Gardoni, rendre hommage à ceux qui construisent notre territoire au sens propre du terme, d'ailleurs. Oui, ça fait 2 ans maintenant qu'on s'est dit que ça serait bien de pouvoir, non pas célébrer simplement un architecte, un bel ouvrage, et puis le courage des élus, mais tous ces gens de peu, comme les qualifiait Sanso, qui par la jonction de compétences et de savoir-faire, et puis de bonne humeur, comme le disait Bertrand, contribuent à faire. On les oublie trop souvent, on les oublie rapidement. On voulait décaler le regard et puis faire un pont. Nous sommes des constructeurs, donc faire un pont entre ces métiers du BTP et puis le côté, un regard artistique. On a trois photographes, Edita Tovlinska, Sébastien Buret et puis Jérôme Guillou, qui sont pleins de talent et qui sont allés porter un regard sur une dizaine de chantiers, qui ont fait plus de 2000 clichés. Et parmi ces 2000 clichés, on en a retenu 60. Et c'est plaisant et c'est beau. Et c'est même un peu poétique, hein. Donc c'est une autre façon de regarder ces métiers, ces beaux métiers. Et sans doute émouvant, j'imagine. Ouais, une filière essentielle. Hein. Filière essentielle. Moi, je suis à moyen terme ou à court terme, j'en sais rien, mais moyen terme optimiste. C'est quand même une filière où on sait qu'en France, on a un besoin de logement. Alors, suivant les chiffres, aux alentours de 450 000 par an, et on en produit 250 000 plutôt en ce moment. Donc, on a un déficit, donc il y a une demande. On a un besoin aussi de rénovation pour des raisons énergétiques, thermiques, etc. Il y a un savoir-faire. Moi, je crois que maintenant, il est urgent que les politiques se mettent un peu d'accord et donnent un tout petit peu de perspective. Parce qu'en fait, c'est ça, le seul truc qui manque, c'est une visibilité, parce que l'immobilier, c'est pas des coûts à 3 mois, c'est du temps long ou mi-long en tout cas, et on le voit à la fois dans nos clients, nous, parce qu'on le finance, particuliers, ils hésitent un petit peu, les promoteurs, c'est compliqué, puis tant que les programmes sortent pas, ils peuvent pas lancer de nouveau, et tout le monde attend, voilà. Et ça allait un petit peu moins mal, je suis pas sûr que le mois de septembre sera excellent, parce qu'on peut pas dire que la visibilité soit au top en ce moment, et je pense que c'est, voilà, il manque cette petite chose, parce qu'il y a des besoins, il y a du savoir-faire. Je visite aussi de temps en temps des chantiers, j'adore, parce que moi je suis assez nul en bricolage, mais par contre, puis ça n'a rien à voir. Mais c'est des métiers remarquables, je suis d'accord avec vous. Donc, je pense. Et puis, il y a quelque chose de formidable dans ces métiers, c'est quand on fait un immeuble comme vous le faites de temps en temps, après, ça se voit. Et je trouve que cette idée de se dire, quand je travaille dans le bâtiment, j'ai laissé une trace ou dans laquelle les gens vivent au quotidien, c'est super valorisant. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs. Ils sont à l'honneur dans cette exposition Corps à l'œuvre. C'est le titre de l'exposition photographique qui est à voir à la MC2 jusqu'au 15 novembre. Bertrand Converso, Christian Gardoni, merci d'avoir été avec nous. Merci. Nouvelle rubrique dans Alpes Décideurs en partenariat avec l'agence Isère Attractivité qui porte la marque Alpes Isère. Succès d'artisans veut mettre en lumière les entreprises artisanales. Elles partagent toute une certaine vision du travail centrée sur l'humain, on y revient, sur le savoir-faire, sur la qualité et sur cet ancrage territorial qui est essentiel. Alors pour cette première petite escale chez TMS, pour tout matériel signalétique, un nom qui est sans ambiguïté sur l'activité de l'entreprise. La PME s'apprête à souffler ses 20 bougies et ne manque pas d'idées pour répondre aux attentes de ses clients. Reportage.
J'ai été tout petit dans la cinétique. Mon papa avait une boîte de cinétique sur la région. Moi, je venais un peu baigner dedans. Et puis, on a enchaîné après à créer notre boîte en 2006. On est venu à Clé, on a agrandi à Clé. Et depuis, on travaille un peu pour tout le monde. Aussi bien les TP, les artisans. Donc, on suit vraiment l'actualité de tout. Alors le service qu'on propose à nos clients, c'est que l'artisan, par exemple, il crée son entreprise, il vient chez nous et on lui fait tout de A à Z. De la création à la pose, en passant par la fabrication, l'impression, la découpe, on fait vraiment du sur-mesure. Il a un seul interlocuteur, c'est TMS. Un jour, je suis allé me promener le soir et à 10h30, 11h, plus d'électricité, plus rien dans les villes. Et je me suis dit, il faut que j'invente une borne qui éclaire le passage piéton et qu'au moment que le piéton arrive, ça flash le passage avec une lumière beaucoup plus puissante. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de branchement, il n'y a pas de saignée à faire dans le sol. Du coup, il n'y a pas de contrainte de pose, d'avoir l'électricité. Vu que c'est solaire, ça recharge automatiquement. Et maintenant, dès qu'on vend des panneaux d'extinction d'éclairage, on leur propose du coup ce produit qu'on a créé complémentaire. Et on voulait que ça soit accessible aux petites communes qui n'ont pas des gros budgets et qui veulent sécuriser leur passage piéton. TMS, entreprise lauréate du réseau Alp'Isère, grâce à ces bornes pour passage piéton. Innovation, proximité, sens du service depuis 2019. Une quarantaine d'entreprises artisanales iséroises ont ainsi été primées et nous les découvrirons tout au long de l'année. Alpes Décideurs, vous le savez, vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. alpedécideurs@telegrenoble.net, c'est l'adresse. Aujourd'hui, Marc veut donc des précisions sur ces fameuses agences de notation, agences financières. Agence dont on a beaucoup parlé. Alors, une agence de notation, d'abord, c'est une agence qui est indépendante. Et c'est extrêmement important. C'est des entreprises privées. Américaines, pour l'immense majorité. En tout cas, celles qui font la loi, celles qui font le marché, sont américaines. Et c'est elles qui mesurent la capacité d'un État ou d'une entreprise à rembourser ses dettes. Donc, elles notent les entreprises. Plus votre note est élevée, meilleure elle est, plus vous êtes considéré comme solide. Et quand une entreprise ou un pays est considéré comme très solide, ça veut dire qu'il peut facilement emprunter et à des taux plus bas. Donc c'est extrêmement important. Et puis, il y a des grands investisseurs, notamment des compagnies d'assurance, qui ont le droit d'investir que dans des placements, dans des pays ou des entreprises bien notées. Donc c'est très important pour les États et pour les grandes entreprises d'être bien notées. La notation, grosso modo, elle va de triple A. Alors, il y a des petites nuances sur les agences, mais toutes les agences se sont mises d'accord pour que la meilleure notation soit triple A, D. D, c'est vraiment, ça va très très mal. Et triple A, il y a quelques exemples. C'est l'Allemagne, la Norvège, la Suisse, notamment, qui sont des pays qui sont notés. C'est le 20 sur 20. C'est les bons élèves. Et donc, ces agences-là notent l'ensemble des grands émetteurs, de dette. Alors, il y a 3 agences qui se partagent à elles seules 90% du marché mondial. C'est des noms que vous avez déjà entendus. Alors, on parle de S&P ou Standard & Poor's, c'est la même chose. Moody's et Fitch, ces agences américaines. Avec une petite critique. D'abord, au moment de la crise financière, elle s'était un peu plantée puisqu'il y a des choses qui étaient cotées AAA et qui ont fait défaut. Faire défaut en langage financier, ça veut dire qu'ils n'ont pas remboursé leur crédit. Là, c'est le seul cas où vraiment elles ont été prises à revers par une crise mondiale. Et puis, il y a toujours un petit débat sur leur indépendance, parce que quand elles notent des entreprises, elles sont payées par les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin d'émettre des obligations sur un marché. Elle veut être notée, donc elle va voir une ou deux de ces agences-là, puis elle dit notez-moi, et ça vous coûtera. Voilà. Alors, évidemment, elles ne peuvent pas noter bien une entreprise pas bonne parce qu'elles perdent leur réputation, donc elles font quand même attention. Et par contre, les États, elles notent gratuitement les États, c'est aussi leur réputation, en fait, elles font leur image. Donc quand la France est notée par Standard & Poor's ou Fitch ou Moody's, la France ne paye pas. Donc la notation, on peut considérer qu'elle est réellement indépendante. Ce qui s'est passé là, la semaine dernière, c'est la dégradation. Alors, comme c'est des agences américaines, on parle de single A. Donc A, simple. Donc il y avait triple A, double A, c'est moins bien, et maintenant on est A. Donc c'est un peu un 15 sur 20.
Mais le problème, c'est que sur un marché, on se compare par rapport aux autres. Donc si vous êtes investisseur, si vous pouvez investir sur un qui a 20 sur 20 et l'autre qui a 15, vous allez dire à celui qui a 15, j'investis chez toi, d'accord, mais ce sera un peu plus cher parce que c'est plus risqué. Et c'est ça qui se passe. Et le risque, c'est ça concrétise quand même une baisse, une dégradation de la qualité de crédit de la France. Et donc, ça renchérit. Et aujourd'hui, la France emprunte à 10 ans 0,8%, 80 centimes plus cher que l'Allemagne, qui est la référence. Donc, ça ne fait qu'accroître le déficit. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces agences-là sont extrêmement importantes. Sujet éminemment d'actualité. Merci pour ces précisions, François. Si vous aussi, vous voulez des précisions, interrogez notre expert. Écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Offrir des émotions et des expériences sur mesure, c'est la promesse de Hémisphère Voyage. Cette agence basée à La Tronche est spécialisée dans l'organisation de déplacements autour de grands événements sportifs. Son positionnement pointu, hyper pointu même, en fait une référence dans l'Hexagone. On la doit à Johannes Mercier, un passionné de rugby qui vit sa passion et qui vit de sa passion. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'accueil. Vous avez créé Hémisphère Voyage en 1998. Comment c'est venu ? Un peu par hasard. Donc, j'étais déjà dans les métiers du loisir, dans les sports outdoor de montagne. Et puis, j'ai eu l'occasion de partir avec une équipe de rugby, d'ailleurs Saint-Martin-d'Air, en République tchèque, pour un séjour de fin de saison. Et j'ai découvert que ce milieu du rugby qui me passionnait était un vrai marché potentiel, alors pour les séjours d'équipe, mais rapidement pour les destinations. Et on s'est lancé, donc, je me suis lancé sur ce sujet-là et ça a marché très vite. C'était un marché que je connaissais pas, qui était tenu par quelques agences qui vendaient très cher les séjours et on a réussi à séduire beaucoup de clients baissant les prix. Et ça a marché, puis depuis la croissance, elle ne fait que de se poursuivre. Oui, voilà. Vous êtes combien ? 17 collaborateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, c'est ça. 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. C'est quand même colossal. Vous parlez de votre passion pour le rugby. Alors, juste une petite info, il paraît que vous n'avez jamais loupé la diffusion d'un match de l'équipe de France. Alors, oui, mais surtout, depuis 96, donc même encore avant le début d'Hémisphère, j'ai raté aucun match sur place en Écosse, en Irlande et au Pays de Galles. Donc, et on va voir que c'est important aussi pour Hémisphère Voyage, effectivement. Voilà. Parce que l'essentiel de l'activité, elle tourne, pas essentiellement, si, autour du rugby. Disons que ça a marché tout de suite, le rugby, il y a eu de la croissance. On s'est dit, il faut faire autre chose, parce que vivre que sur quelques week-ends, c'est bien, mais c'est risqué. Et on a développé d'autres choses, donc une partie agence de voyage, une partie dédiée aux entreprises, et puis une partie sur les autres sports, le foot, la Formule 1, le hand, etc. Et on développe ça maintenant, et on aimerait que ça prenne plus de place, mais le rugby continue sa croissance, donc on ne va pas se freiner. Donc aujourd'hui, le rugby, ça représente 70% de ce qu'on fait. On aimerait bien que ça baisse un peu. On a une clientèle qui a beaucoup évolué aussi, parce qu'au début, on a fait ça vraiment plus que comme des artisans. C'était le cahier à spirale, il n'y a pas d'ordinateur, c'était tout dans la tête. On allait boire des coups avec les clients, et puis on s'est un petit peu structuré. Maintenant, c'est un process qui est vraiment à la pointe, qui est plus géré par moi, donc au niveau technique, c'est mieux. Notre clientèle a évolué, on est passé d'une clientèle très supporter à une clientèle plus entreprise ou passionnée du rugby, mais qui a envie de se faire plaisir sur des séjours qu'on a beaucoup monté en qualité. Oui, qui font des opérations d'incentive, comme on dit, de cohésion. Oui, tout à fait. Ouais, c'est à peu près moitié-moitié. On a la moitié d'entreprises qui viennent dans ce cadre-là, et le reste étant des particuliers passionnés qui ont envie de se payer ce genre de séjour. Mais qu'on comprenne bien votre métier, du coup, vous créez un produit voyage, du déplacement à l'hébergement, peut-être même aux activités annexes. Alors, on ne va pas se mentir, sur ces événements-là, le nerf de la guerre, c'est la billetterie.
Donc la grosse difficulté que j'ai depuis que j'ai commencé, c'est comment on accède à cette billetterie. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le dire, sinon je suis obligé de le supprimer. Donc je garde mon secret sur le sujet, non, sans rire. On est partenaire de la Fédération française de rugby, donc on a quand même accès à un certain volume de billets. Puis après, le reste, on noue des partenariats sur place dans les pays, en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse. C'est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait débarquer sur notre marché, malheureusement, on est 3 gros acteurs. Le marché est difficile d'accès parce qu'on tient cet accès à la billetterie. Oui, il y a 3 agences de votre style en France, uniquement. Alors, bon, on est 2 un peu devant, on se tire un peu la bourre, on est passé un petit peu devant là, ces derniers temps. Mais ce que je veux vous faire dire, c'est que vous êtes véritablement un tour opérateur. Vous allez jusqu'à affréter des avions complets. Alors oui, parce que sur les gros événements, l'année dernière, c'était 2700 personnes sur un week-end. Là, déjà, cette année, pour l'Écosse 2026, mois de mars, on est quasiment complet avec déjà 2700 package de vendus. Donc c'est une clientèle nationale, c'est une grande majorité de gens qui viennent, alors c'est du retour de clients bien sûr, mais les gens ne font pas forcément ça tous les ans. C'est un très bon référencement, c'est une très bonne réputation qu'on a, on a des très bonnes notes sur Trustpilot et on a vraiment beaucoup misé sur la qualité du service client. Comme je dis souvent, mes équipes sont pas vraiment commerciaux, c'est des chefs de projet. Ils vont même jusqu'à accompagner les clients dans le stade. Alors oui, bien sûr, oui, on est très proche, mais on a vraiment tout misé sur la qualité du service client et on a été dopé pendant bientôt 28 ans à la demande entrante. On n'a pas développé beaucoup le commercial parce que on a eu cette croissance uniquement avec cette clientèle qui venait naturellement. On est sur cette niche-là. À vous entendre, j'ai quand même l'impression que votre métier, c'est de créer des expériences, des émotions. Alors, on va déjà remercier Fabien Galtier de faire gagner l'équipe de France parce que ça aide. Ça aide. Pour quelqu'un qui aime le rugby, aller voir un match dans on va dire principalement ces 3 pays que sont l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Pas l'Angleterre. L'Angleterre aussi, mais à un degré moindre. C'est-à-dire qu'on ne vit pas la même expérience. À Londres, c'est noyé dans une ville alors que sur les 3 autres, on baigne dans une ambiance. Et ça, c'est un pèlerinage qu'on fait. Si on aime le rugby, faut le faire une fois dans sa vie. Nous, on a des gens au début qui n'avaient jamais pris l'avion de leur vie, des agriculteurs que vous devez rencontrer, qui prenaient l'avion pour la première fois parce qu'ils avaient joué au rugby toute leur vie et puis ils avaient envie au moins une fois d'aller voir ça. Donc, les musulmans vont à la Mecque, les cathos vont à Lourdes ou à Rome, et puis les rugbyman, ils vont aux 6 nations. Et ça se démode pas. Depuis 1910, c'est comme ça. Donc ça, quand je l'ai créé, je ne savais pas, je l'ai découvert. Donc maintenant qu'on est dessus, je pense que c'est certain que malgré les résultats sont bons pour le moment, mais si les résultats baissaient, il y aura quand même toujours du monde. Bon, il y a aussi une activité plus classique d'agence de voyage, avec des voyages individuels, des voyages de noces, des circuits. Tout à fait. En fait, on est indépendant, on est une agence basée à Grenoble, mais on a une clientèle qui a grandi, qui est une clientèle avec un assez bon pouvoir d'achat et qui nous sollicite aussi pour d'autres choses que du voyage rugby, que ce soit les entreprises pour leurs activités type séminaire, team building, ou les particuliers pour leurs voyages. Donc on a une partie dédiée au voyage classique, avec une clientèle quand même un peu plus régionale pour le coup, une partie dédiée aux entreprises et aux groupes, avec quelques comités d'entreprise également, et puis la partie sport qu'on essaye donc de développer, mais qui n'atteindra pas le rugby, parce qu'il n'y a pas le côté pèlerinage dans aucun autre sport que le rugby. Cette niche est assez particulière. On a bien compris, vous avez insisté sur ce terme de pèlerinage, on a l'image. Bon, c'est quand même 15 000 voyageurs chaque année qui transitent par votre agence, près de 300 événements sportifs. Vous me disiez une vingtaine d'avions affrétés chaque année. Oui. C'est quand même colossal. Cette hyper spécialisation sur un marché de niche, François, c'est quand même assez exceptionnel et on voit que ça marche, quoi. Ça marche. Alors il fallait avoir l'idée il y a 20 ans. Il fallait avoir l'idée, mais il fallait avoir l'idée, puis il y a des gens qui ont les idées, puis il y a ceux qui les réalisent. Donc c'était bien d'avoir l'idée de détecter le besoin du pèlerin, pour reprendre l'image, et puis après de le faire vivre, de le mettre en œuvre, de le faire vivre pendant de nombreuses années. Et on voit quand même pas mal d'entreprises dans cette région ou ailleurs d'ailleurs, mais qui s'attaquent pas frontalement au marché, c'est pas Selectour, quoi. Et donc qui se disent on va aller chercher
Voilà, une niche, par contre, on va être À fond sur super cette niche. bon sur notre niche. Et je En pense fait, que c'est ça le sujet, quoi. L'idée première, c'était que j'avais envie d'y aller. Moi-même, déjà, petit, je regardais les matchs. Ça, on a bien compris. Un jour, Ça j'aimerais y aller. se sent. Et la première fois où j'y suis allé, c'était tant qu'à faire, autant y aller avec des clients. Donc on se prend au jeu. Quand on aime ce qu'on fait de cette façon-là, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Alors après, c'est vrai que les créations d'entreprises, je pense que personne n'y échappe. Il faut savoir manger des pâtes pendant un moment. Ça n'a pas été le rendement financier tout de suite. Au début, il fallait surtout amorcer un petit peu les choses. Il n'y avait pas de stratégie particulière. Ça a été... chaque année, on avait plus de monde, tout simplement. Donc, on a développé les choses comme ça. Bravo, un chef d'entreprise instinctif. Belle histoire, qui réussit bien. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu, Johannes Mercier, nous raconter cette histoire. Hémisphère Voyage à la tronche. Et encore une entreprise assez extraordinaire au sens propre du terme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. François Caudet, merci. Merci Christophe. Merci à tous de votre fidélité. Une émission évidemment à voir et à revoir sur télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.